Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat de ce mercredi 22 août de l'an 2018 et nous recevons pour vous Ildefonse Akpaki, il est le directeur du journal en ligne La Gazette du Togo. Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent. Eh bien, Ildefonse Akpaki, comment se porte la Gazette du Togo? Je crois que Dieu veille au grain, la Gazette essaie tant bien que mal de se maintenir par cette grâce divine-là. Vous savez que les difficultés, il y en a toujours, mais je dis que au moins nous nous portons très bien pour le moment. Et c'est encore l'occasion de dire, lorsque je dis que nous nous portons très bien, cela ne veut pas dire que tout va bien. Je l'ai dit dans ton micro ici la dernière fois que nous avons des projets à réaliser, surtout pour des voyages à l'intérieur, pour aller une fois encore toucher du doigt certaines réalités, surtout après l'émission de la feuille de route. Il faut donner la parole aux citoyens togolais de l'intérieur pour qu'ils parlent, pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de cette feuille de route-là. Et un an après, vous savez, le soulèvement du 19 août 2017, il faut qu'on essaie de voir si le mouvement a atteint certaines localités lointaines de la capitale. Et donc c'est ce projet que nous envisageons mettre en œuvre d'ici là. Et nous demandons alors aux bonnes volontés de nous aider à pouvoir faire ce déplacement à l'intérieur du pays. Merci à vous, Ildefonse Akpaki. 19 août 2017, 19 août 2018, il y a un an, on a connu un soulèvement populaire initié bien sûr par Tekpi Kadam, le président fondateur du parti panafricain, parti national, c'est ça, parti national panafricain. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de un an de bouleversements sociopolitiques que le pays a connu, portant notamment sur la question des réformes? Je crois que un an après, moi j'ai des appréhensions qui ont été confirmées. La première appréhension, cela concerne la manière dont j'ai conçu tout ce qui s'est passé depuis le 19 août 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et la première appréhension, je me suis dit que, au regard de tout ce que nous avons vu, surtout par rapport au mouvement, manifestations et autres, j'ai pu conclure que les dirigeants togolais, excusez-moi de le dire comme ça, ne sont rien sans l'armée et sans la force brutale. Vous savez qu'ils agissent au nom de l'État pour protéger les citoyens contre le désordre. Et vous savez que l'État est allergique par excellence à tout ce qui est désordre. Oui, je ne suis pas contre le fait que l'armée ou bien les forces de sécurité et de défense agissent. Je ne suis pas contre. Mais je serai contre la façon dont ces forces de sécurité agissent. Je condamne qu'on emploie surtout les forces de défense quand il y a des manifestations pacifiques. La loi fondamentale togolaise, en ses dispositions 144, 147 et 149, sont claires. C'est en cas d'attaque qu'on fera appel aux forces de défense. Mais quand dans des manifestations, excusez-moi de le dire, j'ai écouté les autorités togolaises dire que au cours de ces manifestations-là, il y a des violences qui sont perpétrées. Ma toute première question, puisque moi-même des fois je suis sur le terrain, ma toute première question aux autorités togolaises, c'est de savoir qui provoque la violence et
qui est l'instigateur de cette violence-là? Vous pensez que c'est les forces de l'ordre? Lorsque les dispositions pour l'organisation d'une manifestation ont été respectées par les organisateurs, et qu'à la dernière minute, sur le terrain, ce sont les forces de sécurité ou bien de défense qui disent aux organisateurs, nous avons reçu pour l'ordre de vous disperser. Et quand on dit, mais voilà ce que nous avons comme document nous autorisant à manifester, plusieurs fois, j'ai remarqué que c'est au cours de ces discussions-là sur le terrain que l'officier demande à ces éléments, dispersez-les. Alors, quand on disperse, à coups de gaz, de grenades lacrymogènes, de balles blanches et parfois pas de balles réelles, et bizarrement, vers Bekbouta, entre-temps, on a même tiré avec des armes silencieuses. Alors, quand ça se passe comme ça, et qu'on tire dans tous les sens, la réplique, c'est que, n'ayant pas d'armes, les manifestants lancent des pierres. Alors, c'est tout cela qui crée ce que vous appelez par désordre. Mais parfois, Ildefonse Akpaki, on note sur le terrain une certaine provocation et tout à fait, venant de certains militants. Tout à fait, j'en viens. Je ne disculte pas les manifestants ou les organisateurs. Heureusement que vous avez pris soin de dire que les manifestants et non les premiers responsables. Je ne fais pas les choses à moitié. Je vous dis que pour la plupart du temps, je suis sur le terrain. Et je vois également des manifestants qui provoquent les forces de sécurité. Voilà. Ça aussi, des fois quand ça déborde, ça provoque ce que vous qualifiez de désordre. Mais faut-il mettre de l'ordre en utilisant des balles réelles pour faucher la vie aux citoyens, pour le simple fait que les forces de sécurité ont été provoquées? Je rappelle qu'en matière de maintien d'ordre, il y a des armes conventionnelles qui sont autorisées. Bien sûr. Alors, est-ce que les forces de sécurité, parce que quelquefois on parle de débordement, c'est ça qui les amène à tirer à balles réelles sur une manifestation pacifique? Et je ne vais pas discourir sur ce sujet-là, mais pour ce bilan, pour ce que j'ai retenu pendant ces 12 mois, je le répète, puisque c'est ça qui a été à l'origine du débat, les dirigeants ne sont rien sans l'armée, sans la force. Et moi, j'ai toujours condamné, et je condamne encore, cette manière brutale, parce que j'ai encore à la mémoire des violences qui ont été perpétrées, non seulement sur des manifestants, et malheureusement, dans certaines localités, les forces de l'ordre et de défense aussi ont été violentées. C'est regrettable. Il faut qu'à l'avenir, que chacun essaie de voir comment les choses iront. C'était ma première remarque. La deuxième, c'est que quand vous voyez la manière dont les mêmes forces de sécurité et de défense surtout agissent, j'ai pu me donner une idée sur l'état de siège qui a caractérisé et qui continue toujours par caractériser le mode de fonctionnement des autorités togolaises. Je ne comprends pas pourquoi, parce que jusqu'à présent, j'ai jamais entendu le ministre de la Défense, j'ai jamais entendu le chef de l'État qui s'avère être le chef suprême des armées, j'ai jamais entendu une autorité sécuritaire dire que le Togo a été envahi ou le Togo
a subi une agression et l'autorité compétente en la matière est venue au micro pour dire, pour ce faire, nous avons décidé aujourd'hui que ces villes-là soient assiégées. Et donc, lorsque vous verrez la présence non seulement des forces de défense et de sécurité dans ces villes-là patrouillant, à bord des pick-up sur lesquels on fixe des armes qui causent la vie, non pas à une seule personne, mais quand on tire là, c'est des rafales qui peuvent ôter la vie à de dizaines, voire de vingtaines de citoyens. Je dis, ce n'est pas bien. Et là, ça m'amène à dire que l'exercice du pouvoir politique au Togo se fait par procuration de l'armée. Ildefonse Akpaki, vous savez très bien que le gouvernement, notamment le ministre de la Sécurité, le général Yab Damran, a rappelé à plusieurs reprises qu'il y a des armes disparues. Et ces armes-là, il faut les retrouver. Ce qui motive la présence de l'armée dans ces villes qui ont connu de très violentes manifestations. Je ne voudrais pas faire ridiculiser le ministre de la Sécurité. Je ne voudrais pas que vous m'amenez à le ridiculiser. En quoi? Mais je me rappelle très bien, et ça je l'ai suivi sur la TVT, que des expéditions ont été menées dans ces localités. Des fouilles minutieuses ont été faites dans des maisons dont des populations ont subi certains traitements également. On a cherché, excusez-moi, on a cherché ces armes-là jusque dans la chambre à coucher de ces populations. Et la TVT nous a révélé des fusils de chasse, des flèches, des massues. On a même exhibé des amulettes. Parce que ces populations sont majoritairement guerrières. Et vous savez que dans les traditions africaines, n'est pas chasseur qui veut. Alors, vous devez être initié, et pour ce faire, ceux qui vont à la chasse ont pour certains des amulettes, mais bizarrement, la chaîne nationale togolaise a exhibé tout cela lorsque ces forces-là étaient dans ces localités. Dites-moi, pour une armée sérieuse, et si vraiment les armes étaient disparues, comme les autorités togolaises le disent, fallacieusement pour interdire certaines manifestations dans ces localités, 12 mois pour une armée, d'abord, on ne nous donne pas le nombre exact de ces armes-là. Or, je sais, pour la petite information, la petite connaissance que j'ai en la matière, que toutes ces armes-là sont immatriculées. Et donc, dans l'armerie togolaise, on peut si facilement, si les armes étaient véritablement disparues, on pouvait savoir d'abord le nombre qui est disparu. Et avec ces expéditions-là qui, ma foi, sont devenues des expéditions punitives parce que la population, ces compatriotes de ces localités-là, ont été véritablement violentés. Si on a passé 12 mois pour une armée qui est à la recherche des armes, dont on ne donne pas le nombre jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu Ildefonse Akpaki, des manifestants arracher des armes de la main des forces de l'ordre. Vous savez, je n'étais pas à Sokodé. Et les images ont circulé sur la réseau. Je n'étais pas à Sokodé, j'étais à Lomé. J'avais envoyé un de mes reporters qui est revenu avec des vidéos à l'époque. Mais, excusez-moi, je vous répète quelque chose que j'ai toujours dit sur votre plateau ici. Lorsque vous vous fiez trop aux informations sur les réseaux sociaux, vous allez commettre des erreurs. Les autorités en ont également parlé. Oui, voilà pourquoi je dis, si les autorités nous parlent de disparition d'armes, j'ai dit tout à l'heure que dans l'armerie togolaise, toutes ces armes-là sont immatriculées. Vous auriez aimé avoir des précisions sur les armes disparues. Des précisions sur le nombre. Est-ce que vous savez combien d'armes sont disparues? Vous le savez?
On parle d'armes disparues. Mais pourquoi parlons d'armes disparues quand on sait que pour une armée responsable, toutes ces armes sont immatriculées? L'autorité nous dira, voilà, avec ces éléments que nous avons postés ici, on leur a arraché des armes. Combien sont-elles disparues? Jusqu'aujourd'hui, il y a un mystère plat. On ne comprend rien du tout. Mais moi, je dis que ça serait une faiblesse pour notre armée si on a pu mener des expéditions dans ces localités-là. On a pu soumettre les populations à toutes les tracasseries. On a exhibé, je répète encore, sur la chaîne nationale, des armes qu'on a retrouvées au cours de ces expéditions. Mais si un an après, on ne retrouve pas des armes, la faute est à qui? Bon, aux populations. Mais ce sont les autorités, puisque ce sont les autorités qui ont tous les moyens que vous savez. Pour pouvoir retrouver ces armes. C'est clair. Mais est-ce qu'on peut se fier indéfiniment sur cela pour interdire la jouissance d'un droit constitutionnel à toute une population? Il appartient à l'État ou au gouvernement d'en décider. Vous savez, parfois, l'État est obligé de prendre des mesures qui fâchent. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas contre le pouvoir togolais, mais je suis contre la manière dont la gestion de la chose publique est faite. Le premier citoyen, c'est le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé. Il est le tout premier citoyen togolais, que je respecte d'ailleurs. Est-ce qu'il a pu bénéficier d'une protection, d'une sécurité pour se déplacer dans ces localités-là? Vous avez vu le chef de l'État entouré par sa garde. Alors, constitutionnellement parlant, quel est le rôle, quelle est la mission des forces de sécurité, la mission des forces de l'ordre? C'est de protéger les citoyens et leurs biens. Alors, si les autorités togolaises voudraient bien assurer la sécurité des populations togolaises qui veulent manifester, c'est-à-dire jouir d'un droit constitutionnel, il revient à l'État togolais de mettre en place un dispositif sécuritaire pour parer à toute éventualité. Le contraire serait une mauvaise foi de la part des dirigeants togolais. Tipi Achadam, l'homme est revenu sur la scène politique togolaise. D'aucuns estiment que son entrée ou sa venue sur la scène politique togolaise à partir du 19 août était une tentative de renversement du pouvoir de Faure Gnassingbé. Une tentative qui a échoué avec un lourd bilan des morts et des victimes qu'on met au mérite malheureusement de l'homme Tipi Achadam. Vous savez, ceux qui racontent ça, c'est leur opinion. Peut-être que c'est de cette manière-là qu'ils conçoivent les choses. Mais comment peut-on comprendre la méthode de Tipi Achadam qui allait dans le sens d'une certaine défiance de l'État? Non, c'est aussi votre opinion que je respecte. Mais je sais que... Ça peut être compris comme une stratégie également. Je sais que pour tout peuple qui a le dos au mur, parce que le peuple dénonce l'injustice sociale, l'impunité, la corruption, la mauvaise gouvernance. Lorsque ce peuple atteint ces niveaux-là, rien ne l'arrête. Et je crois que c'est ce qui a provoqué ce qui est arrivé un 19 août 2017 dans notre pays. Dans l'histoire du monde, lorsque les peuples en ont ras-le-bol, il y a ce que nous appelons par moments soulèvement, il y a ce que nous appelons aussi révolution. Et moi, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que le 19 août, ce qui l'a caractérisé, et ça, je reviens encore là-dessus, c'est cette violence-là qui a marqué les esprits et qui continue ou qui a fait une tache d'huile noire dans les esprits. Est-ce que les responsables ou les initiateurs de ces manifestations ne savaient pas comment réagirait l'État ou l'État togolais, le gouvernement togolais? Vous savez, moi j'étais là. C'est moi-même qui ai couvert
la manifestation du 19 à Agoé et un peu plus tard au carrefour Les Deux Lions. J'ai vu, moi-même j'ai vu. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y avait rien quand la gendarmerie a commencé par lancer des gaz et des grenades lacrymogènes. Il n'y avait pas eu provocation, excusez-moi. Mais je dis que cette date est entrée dans la mémoire collective parce qu'il y a eu trop de violence. Il y a même eu des morts. Maintenant, pourquoi ça a pris d'un seul coup? Je viens de vous dire que la manière dont les choses sont conçues, la manière dont la gouvernance au Togo est pourrie, a suscité ce soulèvement populaire. Les jours qui ont suivi, vous avez vu. Mais diantre, dans l'histoire du Togo, on n'a jamais connu de manifestations synchronisées, jusqu'à ce que, même dans la diaspora africaine, où qu'ils se trouvaient à l'époque, les Togolais ont commencé par manifester, par dénoncer quoi? La gouvernance qui sévit dans leur État. C'est de ça qu'il est question. Je vous rappelle deux choses, juste, pour vous faire dire que les autorités togolaises elles-mêmes savent que la gouvernance n'est pas bonne. Lorsque celui qui est le premier responsable le dit que ce qui doit appartenir à tous les Togolais, c'est une minorité même qui en fait mes basses. D'ailleurs, c'est, excusez-moi, c'est entre guillemets, ce n'est pas une insulte. C'est très irresponsable de le dire. Et dans cette même... C'est un courage quand même de dénoncer. Il appartient à la justice de faire son travail. J'ai toujours dit non à tous mes confrères animateurs qui disent que le chef de l'État a eu le courage de dénoncer. Il ne doit pas dénoncer. Non, il ne doit pas dénoncer. Attendez. Ça peut se comprendre, Ildefonse Akpati. Ça peut se comprendre par le fait qu'il voudrait mettre la justice au pas. Non, je ne voudrais pas. Je salue son geste. Ça nous a permis à nous de savoir que le pays qu'il dirige, de 7 millions de personnes, c'est juste un petit groupe là qui bénéficie de ses avantages. Moi, en tant que journaliste, je salue son courage. Mais les dispositions de la constitution togolaise, cette constitution-là sur laquelle le chef de l'État a juré, a prêté serment, lui donne tous les pouvoirs. Lorsque vous parlez de la justice, le premier magistrat, c'est le chef de l'État lui-même, constitutionnellement parlant. Et donc, si la justice doit opérer comme cela se doit, il revient au premier magistrat, qui est le chef de l'État. Voilà pourquoi je dis, il ne devait pas dénoncer, il devait sévir. Il devait dire, mais non, ça ne devait pas être ainsi. Maintenant, le deuxième acte, lorsque le même chef dit que son administration là, il y a de la corruption, c'est-à-dire qu'on fait des surfacturations dans une administration où il est le premier chef. Est-ce que vous avez vu le chef de l'État venir dire, quelques mois après, il y a quelques moments, je vous avais dit que dans l'administration, il se faisait ça. Mais j'ai instruit des gens qui ont opéré et aujourd'hui, je peux vous référer à la justice. Vous verrez que telle personnalité, tel citoyen a été mis aux arrêts parce qu'il a mal fait. Est-ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être que ça se fait à l'insu de nous autres. Non. Vous savez, pour être crédible, je n'ai pas de leçon à donner au chef de l'État, mais il sait très bien que lorsqu'il vient annoncer quelque chose à la face du monde, il faut qu'il prouve. Ça lui donnera encore beaucoup plus de sincérité. C'est une mesure dissuasive également. À l'égard de son peuple. Mais quand il ne fait pas comme ça, mais on a l'intention que lui-même, il est auteur de la chose. Parce que la loi lui donne tous les pouvoirs. Il ne dénonce pas, mais il sanctionne. Et quand j'étais entré dans votre studio tout à l'heure, mais
on avait fait un petit débat par rapport à une vidéo qui circule sur la toile. On a sorti Idriss Déby. Mais voilà ce qu'il faut faire. Parce que justement, M. Déby ne s'est pas levé un bon matin comme ça. Pourquoi il n'est pas allé dans un centre de santé et il a pointé le port ou la douane? C'est le poumon de son économie, dirait-on. Et qu'est-ce qu'il a fait? Si les services de renseignement ne lui avaient pas fait un rapport sur tout ce qui se passait, parce que quand vous suivez cet élément-là, où il pose des questions aux responsables, vous avez trop mangé, ça suffit. Je vous donne un mois, vous me faites un point sur la situation. Si les points-là ne sont pas positifs, je vous vire. Voilà, c'est des actes concrets. Je suis sûr que cet acte posé par Idriss Déby, même si les Tchadiens le voyaient, Va arriver une certaine sympathie. Tout à fait, c'est ça un chef. Mais ici, la loi fondamentale donne tous les pouvoirs au président de la République, tous les pouvoirs au chef de l'État, qui doit sévir. Vous savez, il est le chef suprême des armées, ce qui veut dire qu'il n'est que l'unique personnalité qui doit dire ça là, l'armée, il doit le faire. Il est le premier magistrat. Et donc, il doit contrôler la justice également. Il est le président de la République. Mais voilà. Mais comment se fait-il que cette personnalité-là, qui a tous ses pouvoirs, dans sa démarche, il ne fait que dénoncer. Maintenant, quand il dénonce, toi et moi, qu'est-ce qu'on va faire? Quand le chef de l'État dénonce... En tant que journaliste, nous sommes appelés à l'accompagner, à dénoncer aussi. Tout à fait. Voilà pourquoi, en l'accompagnant, je lui dis, monsieur le chef de l'État, je suis un citoyen de votre pays, mais je voudrais que vous preniez l'exemple de monsieur Idriss Déby. Parce que le chef de l'État sait très bien ceux qui sucrent ce pays. Des officiers qui sont devenus des milliardaires. Parce qu'il y a quelques années, les informations ont circulé. Et c'est des informations vraies. Vous savez que les Américains ne blaguent pas. Ils ont découvert sur le compte d'un fils d'un douanier 2 milliards. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir 2 milliards sur votre compte? Mais c'est des choses comme ça. Je vous dis que le chef de l'État sait. Parce que il a les services de renseignement. Il a les services généraux. Nous avons l'ANR. Nous avons un pléthore de services d'investigation. Dans les banques, il y a le service de recouvrement. Bizarrement, je sais comment ça fonctionne aussi là-bas. Et donc, s'il veut savoir ce qui sucre ce pays, il a tout le pouvoir de le savoir. Ne pas le faire, je dirais, pour être beaucoup plus complaisant à l'égard du chef de l'État, qui doit être un complice. Mais je ne voudrais pas qu'il soit complice du mal. Nous avons parlé du 19 août 2017, parlons de 20 août 2006, où un accord politique global a été signé pour pouvoir permettre à ce que des réformes puissent être faites. Et de l'APG, on revient encore à une nouvelle feuille de route et qui va permettre à ce que la crise sociopolitique puisse être dénouée. Et Tipi Atchadam, s'exprimant sur cette feuille de route, dit ou pense que c'est une victoire d'étape. Votre réaction? 2 petites remarques. Allez-y. Alors, vous voulez qu'on discute de quelle feuille de route? Parce qu'il y en a 2, à ce que je sache. Il y a celle qui a été tronquée, et puis il y a celle qui est l'officielle. La feuille de route, lui, au sommet de la CEDEAO, au 53e sommet. Est-ce que vous savez que certaines personnalités de la classe politique togolaise nous ont fait savoir, et jusqu'aujourd'hui, l'État togolais n'a pas encore démenti la version de la feuille de route? Vous le savez. Moi, je veux juste savoir laquelle on veut discuter là. La feuille de route, lui, devant tous les chefs d'État. Ok, si c'est cela, alors je voudrais faire cette petite remarque. Allez-y. La rhétorique
du pouvoir politique au Togo incarné par le RPT UNIR est une rhétorique surprenante. C'est-à-dire? Vous avez parlé tout à l'heure de l'APG qui a été signé le 20 août 2006. Comment se fait-il que quelques années plus tard, les réformes préconisées n'ont pas été mises en application ou mises en œuvre? C'est un débat compliqué et complexe. Ça ne devait pas l'être. Les deux camps s'accusent. Ça ne devait pas l'être. L'opposition accuse le pouvoir accuse l'opposition. Ça ne devait pas l'être si d'abord il y avait une volonté, surtout de la part des dirigeants, parce que l'opposition n'est pas au pouvoir pour enclencher la mise en œuvre des réformes. Vous me comprenez? Mais l'opposition a besoin du pouvoir, le pouvoir a besoin de l'opposition pour faire les réformes. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que l'opposition fasse? Dites-moi. Parce que celui qui doit donner le ton, c'est comme ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure. Celui qui doit donner le ton, s'il n'a pas cette volonté-là, il va faire endormir l'autre. Et l'autre n'ayant pas les moyens qu'il faut, parce qu'il ne peut pas obliger ceux qui sont aux commandes, ceux qui ont la main mise sur l'appareil étatique togolais. Ils ne peuvent pas le faire. Alors, je me demande pourquoi les termes de ces accords-là n'ont pas été mis en œuvre. C'était ma première remarque. La deuxième remarque, cela concerne cette feuille de route dont vous parlez, celle de la CEDEAO, la vraie d'ailleurs, moi je parle de la vraie, c'est de savoir qui peut donner l'instruction. Et sur ce point, je reviens encore sur le chef de l'État. J'ai été très heureux de le suivre au Conseil des ministres, instruire ses ministres pour que la mise en application de cette feuille de route-là soit... Mais j'ai été un tout petit peu malheureux parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui, le papa du Togo, lorsqu'il instruit les ministres, pour la plupart proches ou qui sont membres de sa formation politique. Mais en tant que papa, il devait appeler la classe politique de l'opposition parce que ceux qui sont venus nous aider sont partis. C'est nous qui allons nous asseoir pour mettre en application cette feuille de route. Mais est-ce que la feuille de route de la CEDEAO mettait fait au travail des facilitateurs? Non, le dialogue continue selon cette feuille de route-là, ce que j'ai lu dans la feuille de route. Et donc les facilitateurs restent toujours dans le jeu? Oui, ils sont là. Et je crois que... Est-ce qu'en dehors de ça, le pouvoir ou le président de la République pourrait agir? Non, ce que je dis, peut-être que vous ne m'avez pas compris. Allez-y. Il y a une feuille de route, c'est-à-dire un canevas à suivre pour aider les acteurs politiques à trouver une solution à la crise. Bizarrement, ce sont les autres, c'est-à-dire des étrangers, qui sont venus nous tracer la voie à suivre. C'est normal parce que nous sommes des humains. Bon, maintenant, ce qui nous concerne, c'est que j'appelle les autres. Venez en tant que frères et sœurs, assoyons-nous. Voilà ce qu'on nous a donné à faire pour pallier le problème auquel nous sommes confrontés. À vous comprendre, vous auriez aimé que le pouvoir appelle l'opposition ou la C14 à se mettre ensemble au lendemain même de la feuille de route de la CEDEAO. Je crois que cette démarche sera beaucoup plus responsable si il y avait toujours cette volonté-là. Parce que ça permettrait aux fils et aux filles du Togo de se mettre ensemble pour mettre en application cela. Parce qu'au Conseil des ministres, je le répète, le chef de l'État a instruit ses ministres. Sauf que les indiscrétions font état de ce que, pour mettre en application les éléments contenus dans la feuille de route, un chronogramme doit être établi. Ce qui suppose que le comité de suivi fera en sorte que les deux protagonistes vont encore s'asseoir autour d'une table et vont essayer d'élaborer un chronogramme. Faut-il commencer par les réformes des institutions? Parce qu'on a parlé de réformer la Cour constitutionnelle. Vous savez très bien que deux personnalités de la Cour constitutionnelle sont mortes, Maître Bébi Olympio
et le chef Adoboli. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, son nombre n'est pas respecté. Alors, ce chronogramme-là va permettre de voir quelle opération il faut faire, à quel moment, pour Les combien étapes de à durée. suivre. Voilà. Mais est-ce que la définition des étapes dans un chronogramme a été... ça n'a pas été dit clairement dans la feuille de route de la CEDEAO? Je crois que quand vous vous référez aux premiers responsables politiques de bonne foi, ils vous diront que il a été dit que le comité de suivi viendra et c'est ensemble avec les autres acteurs que qu'un chronogramme des étapes à suivre sera concrétisé. Je suis très surpris que cette rhétorique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est toujours surprenante de la part du pouvoir en place, a permis aujourd'hui que la CENI démarre. Oui, justement, il Ildefonse Akpaki, tout va vite à la CENI et sans les autres. Je veux parler de la C14. Et pour certains observateurs, cela s'impose vu l'échéance donnée pour les législatives prochaines qui se tiendront donc le 20 décembre de cette année. Et la CENI a quand même appelé les autres absents, les absents bien sûr, dans l'organisation, à se joindre donc à eux. On a appelé les partis de l'opposition parlementaire qui doivent envoyer leurs représentants. Et depuis, ça ne se fait pas. La CENI, elle autre, elle est à l'œuvre. Tout est presque défini dans un chronogramme que je pourrais... je le sais bien. Que je vais bien partager avec vous. Non, je le sais. Mais je veux juste faire cette petite remarque. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on réduit la température du paludéen, celui qui souffre du palu. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on réduit sa température. Je vous le dis juste pour vous rappeler que ce sont les élections qui sont le soubassement de la crise que le Togo traverse depuis belle lurette. Et pourquoi les autres se mettent en dehors de cette organisation? Je voudrais qu'on n'essaie pas de flouer encore les populations togolaises, qu'on arrête d'abêtir les populations togolaises, parce que rien ne peut se faire quand on veut corriger, quand on veut bien faire. Rien ne peut se faire dans la précipitation. Et quand vous le faites comme ça, c'est comme vous avez eu une idée derrière la tête. Moi, je dis, le 20 décembre, si nous voulons organiser des élections transparentes, propres, équitables et acceptables à tous, rien n'empêche que tout cela se fasse avec tout le monde. C'est ce que moi je dis. Ce n'est pas parce que nous sommes tenus d'aller aux élections le 20 décembre que d'abord la CENI va continuer, parce que tout le monde sait la connotation de cette CENI-là qui est en place. Nous savons que la CENI est inféodée au pouvoir. Nous savons les conditions dans lesquelles cette CENI la CENI est inféodée au pouvoir. Donne les résultats. En quoi? En quoi? Vous voulez que je vous rafraîchisse un tout petit peu la mémoire? Mais cette CENI est une composition émanant de l'APG. Cette CENI est composée de presque tous les partis, disons, sauf qui discutent de façon majoritaire la vie politique du pays. Sauf qu'à la dernière présidentielle, on a viré les membres de l'opposition avant de donner ces résultats-là. Les membres de l'ANC du CAP 2015, bien sûr. Et moi, j'ai toujours dit que j'ai chaud au cœur quand je me rappelle de ces images de M. Tafa Tapiou, qui aujourd'hui a permis aux Togolais d'avoir une idée sur ce que c'est que la CENI du Togo. Parce que c'est un tout petit peu ridicule qu'on a passé 3 jours à avoir les résultats où on n'est pas arrivé à dépouiller
la majorité des urnes et à savoir le contenu, la vérité sortie de ces urnes-là. On a pris juste quelques heures. Vous savez, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais je vous renvoie aux images de la présidentielle de 2015 et vous comprendrez beaucoup de choses. L'immixtion de l'armée dans l'opération électorale. Le code électoral ne le dit pas. Ça ne se fait plus depuis cette triste vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, sur la toile, en 2005. Est-ce que l'armée s'immisce encore dans l'organisation des élections au Togo? Lorsque vous m'avez posé premièrement la question sur le premier anniversaire du 19 août, j'ai voulu vous donner une idée quand j'avais abordé le problème sous l'aspect de l'armée en disant que, en réalité, quand vous voyez les choses telles qu'elles se passent au Togo, vous comprendrez que le centre du pouvoir politique, même au Togo, est détenu par l'armée. C'est une grave affirmation. Non, mais je dis quand vous voyez comment les choses se passent. Mais vous avez parlé tout à l'heure du 5 février 2005. Vous avez vu le rôle que l'armée a joué. Et je vous renvoie à la déclaration de l'ancien chef d'état-major du Togo, le général Nanja, qui dit l'armée, d'abord, violant l'article 65 de la Constitution, violant d'autres dispositions, donnant à la Cour constitutionnelle le pouvoir de faire quoi? De constater la vacance du pouvoir. C'est à la Cour constitutionnelle. Mais l'armée s'est substituée à la Cour constitutionnelle, constatant la vacance du pouvoir. Et je me rappelle encore les termes du général Nanja, qui disait que l'armée ayant constaté la vacance du pouvoir, demande que ce soit M. Faure Gnassingbé qui continue. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée donne le pouvoir. C'est de ça que je vous dis. Mais après, on est revenu dans... On est retourné à une situation, à la situation normale, c'est-à-dire constitutionnelle. Oui, je voudrais juste vous dire que ce n'est pas une grave affirmation. Je voudrais juste vous dire que les faits sont là, têtus, et gravés dans la mémoire collective. Je ne suis pas seul à suivre cela. Et quand l'armée agit comme ça, c'est lui qui donne le pouvoir. C'est pourquoi je dis, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure, mais le ridicule aussi, c'est que celui qui est le premier chef de la sécurité au Togo, quand les hommes qui sont sous son autorité vont commettre certains, ou bien vont poser certains actes, il n'est pas au courant et il le dit des fois. Vous savez que plusieurs fois, le général Yak Darman dit qu'il n'est pas au courant de ce que il y a. Mais le dernier en date, c'était les gendarmes qui empêchaient une conférence de presse au César. Quand on a appelé le ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'est pas au courant. Quand on a dit, dès les premiers moments, qu'on a sorti des engins lourds à Sokodé, à Bafilo, à Mango, mais vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié. Quand on l'a appelé, il disait qu'il ne savait pas. Donc il va vérifier. Alors, vous savez, l'institution la plus disciplinée au monde, j'ai toujours dit. Vous la connaissez? C'est l'armée. C'est l'armée. Et le Togo, quand vous allez à l'étranger, on dit que l'armée togolaise est très disciplinée. Oui, c'est l'armée. Sauf que cette discipline-là, ça échappe des fois. Vous savez pourquoi? Celui qui est le premier responsable de la sécurité ne peut jamais dire qu'il n'est pas au courant de ce qu'on a sorti les engins lourds pour aller assiéger une ville. Et qu'on commette, excusez-moi, des bavures. Il n'est pas au courant. Et donc, je ne parle pas en l'air, mais c'est à travers des actes que
les autorités elles-mêmes posent, qui aujourd'hui, quand vous faites la lecture, ou quand je fais la lecture, je dis qu'on a comme l'impression que le vrai détenteur du pouvoir d'État politique au Togo, c'est l'armée. L'exemple du 5 février est là. Si vous me dites aujourd'hui qu'on a fait le retour, cela veut dire que l'acte posé n'était pas normal. A été annulé. Ça ne peut pas être annulé parce que la preuve, c'est vous qui avez avancé tout à l'heure la date du 5 février. Quand moi j'ai parlé de l'armée, vous savez qu'ils ont posé un acte qui viole la Constitution, qui viole ce qu'ils ont fait. Normalement, on serait dans un état normal où les institutions travailleraient comme ça, qu'on les enverrait devant la cour martiale. On était dans une crise, Ildefonse Akpaki, et donc une résolution politique a été trouvée. Vous savez que... Non, mais nous étions dans une crise, mais la Constitution n'a pas été suspendue. Notre père commun à ces 7 millions de Togolais que nous sommes, c'est la Constitution togolaise. Lorsque nous voulons agir, c'est pas pour rien qu'on demande au chef de l'État de jurer là-dessus, de prêter serment, d'être loyal à tout ce qui est contenu là-dedans. Ce qui veut dire que c'est lui qui a la commande. Et c'est en fonction des dispositions de contenu dans cette constitution-là. Quand tu ne fais pas bien, quand je ne fais pas bien, le chef de l'État a tous les pouvoirs de nous dire, Elie et Idel, et ce que vous faites là, la loi l'interdit. Mais si ce sont les premières autorités qui doivent être les, je ne sais pas, qui vont violer allègrement ces lois-là, ça pose problème. La Constitution a prévu, en cas de vacance de pouvoir, quelle institution peut faire ci, peut faire ça. Mais quand vous allez à l'encontre, c'est une violation flagrante. C'est de ça qu'il est question. Et donc, moi, je n'invente rien du tout. Les faits sont là. Les Togolais qui sont encore en vie, qui ont vécu tout cela, et qui sont là aujourd'hui, savent, et vous-même, vous le savez aussi que ce que je dis est vrai. Vous ne pouvez pas sortir des engins d'un camp militaire sans que vous ne receviez l'ordre de votre supérieur. Excusez-moi, je ne suis pas militaire, mais j'ai cherché à comprendre beaucoup de choses. Quand j'ai voyagé dans certains pays, j'ai vu comment ça se passe. Et quand je suis chez moi, je vois encore comment ça se passe. Je demande pourquoi ceux-là, ils font ça dans leur pays. Je prends la Constitution, je lis. Pourquoi chez nous, il y a la même chose, les mêmes dispositions presque, mais ça se fait autrement. Vous pensez que ce qui s'est passé le 5 février 2005 au Togo peut se passer au Bénin ou bien au Ghana? Non, je ne suis pas sûr. Voilà pourquoi je dis, si nous étions dans un état normal, où les institutions fonctionnaient normalement, je dis bien républicaine, c'est-à-dire que neutre. Quand vous faites, on vous met à votre place. Si c'était comme ça que ça se faisait au Togo également, je suis sûr que cette crise-là dont nous parlons aujourd'hui, on n'aura pas le droit de citer. Je suis sûr. Je suis sûr. Eh bien, Ildefonse Akpaki, crise, on en parle, et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a la feuille de route de la CEDEAO, donc pour pouvoir rapidement faire les réformes, aller aux élections. Et pour aller aux élections, il faut que la CENI travaille, la CENI est à l'œuvre, et c'est sans, je le disais tout à l'heure, certains partis politiques, notamment ceux de la C14, et la C14, où l'opposition, Ildefonse Akpaki, serait-elle en train de commettre une erreur par son absence à la CENI? Je crois que je suis mal placé, j'observe, parce que je suis journaliste. Je ne suis pas acteur politique. J'analyse avec toi les faits et gestes. Et je crois que les responsables politiques de la C14 sauront quelle décision prendre. Moi, je suis l'observateur, j'en parlerai. Parce que le chien à bois, la caravane passe. Oui. On note déjà qu'à partir, déjà de 8 octobre 2018, il y aura opération de recensement de la zone 1 et la zone numéro 2, c'est à partir du 24. La zone édition des listes électorales provisoires, ça démarre le 8 novembre. Et tout est presque ficelé dans un chronogramme donné. Est-ce que ce chronogramme sera remis en cause? Moi, je ne sais pas. Mais
ou pourrait être remise en cause par le comité de suivi sur la demande de la C14. Qu'est-ce qu'on a devant nous finalement? Je ne sais pas trop, mais si le travail doit être fait, je crois avoir lu dans la feuille de route, vrai? Vous avez une feuille de route qualifiée de vrai. Allez-y, Ildefonse. Révision intégrale du fichier électoral. Si on mettait en place une CENI qui a déjà commencé les choses, parce que avant même qu'on ne parle de feuille de route, la CENI était déjà à l'œuvre. Des courriers Les activités ont été suspendues à un certain moment. C'est vous qui le savez, nous savons comment ça se passe. Vous savez, c'est facile de venir dire dans un micro, nous avons arrêté les travaux, mais c'est un peu difficile à nous, journalistes, investigateurs, de toucher du doigt certaines réalités et d'infirmer que ce qu'ils sont venus dire dans les micros sont faux. Ce que nous oublions d'habitude, c'est que nous sommes une famille au Togo. Une famille. Nous sommes une famille. Cela voudrait dire que ceux qui disent nous avons arrêté les travaux, qui viennent vous le dire, ont oublié que ceux qui sont restés à la CENI ont des membres de famille. Quand ils y vont, ils vont raconter. Ils racontent. Ils racontent. Et de bouche à oreille, tout le monde sait. Est-ce que dire suspendre des activités ou mettre en veille les activités de la CENI voudrait dire fermer l'administration de cette CENI? Si c'est comme ça, vous le comprenez. Arrêter le processus électoral, c'est plutôt ça. Si c'est comme ça, vous le comprenez, je peux peut-être dire que c'est ce qui doit être fait normalement. Pas fermer l'administration, mais les travaux à la CENI. Parce que j'ai dit tout à l'heure que cette CENI-là est inféodée au pouvoir. Quand vous voyez la composition même de cette CENI, vous comprendrez. Alors que c'est un challenge politique qui est fait. Alors moi, je ne suis pas là, vous travaillez à ma place. Cela voudrait dire qu'il y a des choses que vous cachez. Et puis, ce qui est encore grave, j'ai appris de la bouche d'un responsable politique de la coalition que la société ZETES, qui a la charge de faire ces qui depuis plusieurs années travaille sur ces opérations électorales au Togo, a été intentée en justice et jusqu'aujourd'hui, le procès est en cours. Et donc, cela veut dire que déjà, cette société-là, elle est disqualifiée. Il faut noter des choses. Est-ce que c'est un procès qui concerne le Togo? Vous parlez de sa crédibilité. Qui sont ceux qui... C'est le CST qui a intenté un procès contre ZETES. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Parce que cette société-là n'a pas agi comme il le fallait dans les opérations électorales antérieures. Surtout ce qui nous est arrivé en 2015 avec la présidentielle. Il y a cette société-là. Mais je vous rafraîchis la mémoire. Si les travaux étaient suspendus comme certaines autorités sont passées sur les chaînes de stations ou bien les chaînes de radio et de télévision pour dire les travaux ont été arrêtés, qui est-ce qui a nommé après les 10 ou les 20 présidents de CENI? Et à quel moment? Au moment où on disait que la CENI n'opérait plus, on nomme. Qui nomme alors? Et ceux qu'on a nommés, c'est pour quelle mission? Dites-moi. Les convocations, tout azimut. Mais écoutez, je dis une chose qu'il faut prendre sincèrement à cœur. Il faut qu'ils sachent que nous sommes une famille au Togo. Même si vous dites aux gens à la CENI que ça ne sorte pas, ça sortira. Et puis n'agissez pas en oubliant que les forces de la nature sont là. Parce que des fois, quand vous êtes lâchés, ce sont ces forces-là qui sont contre vous. Tout ce que vous organiserez, vous échouerez toujours. Vous n'allez pas croire. Vous allez vous poser la question de savoir
même chez moi, ce que j'ai fait dans le plus profond de ma chambre est connu de tout le monde. Sachez là que les forces de la nature sont contre vous. Et le conseil que moi je donne, c'est que ceux-là comprennent qu'à un moment donné, ça lâche. Si le Christ, le Fils du Père éternel, est venu sur cette terre et dans sa mission de salut, nous a parlé d'heures, c'est-à-dire que ça sonne toujours dans la vie de toute tête, c'est-à-dire de toute créature. Parce qu'il est venu, quand il repartait sur la croix, il a dit quoi? Élie, Élie, lama sabachthani, tout est accompli. Ça sonne toujours. Ceux qui pensent que ça ne finira pas se trompent. Ça va finir. Les Béanzins sont partis. Les Mobutu sont partis. Feu, le général Yadema. Ça veut dire qu'il y a une heure qui sonne. Ici, nous parlons de notre avenir, de l'avenir du peuple togolais. Nous sommes ensemble comment réformer le pays afin que le pays soit remis sur le train, soit remis sur les rails de développement. Je ne dis pas le contraire. Ceux qui sont aujourd'hui aux commandes pensent qu'ils ne partiront jamais. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que je parle. Leur sonne toujours. C'est-à-dire que ça va changer. Je parle aussi de l'avenir du Togo. Je dis que nous sommes presque 7 millions de Togolais. Et nous ne sommes pas tous bêtes. S'il y a des gens qui sont bêtes, il y aura ceux qui sont intelligents, il y aura ceux qui ont la capacité, eux aussi, de venir diriger. C'est de cela que je parle. Je dis qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Si vous ne vous arrêtez pas, vous comprendrez que vous avez fauté. Quand les choses vous quittent, c'est difficile. Mais quand vous quittez les choses, vous êtes heureux. C'est de cela qu'il est question, Élie. Je ne dis pas le contraire, je parle aussi de l'avenir du Togo. Et je le dis dans le sens que un autre citoyen ou d'autres citoyens togolais peuvent aussi venir faire leur expérience au sommet de l'État togolais. Et tout cela doit se faire à travers les urnes. Décider d'une alternance au Togo, la voix est au peuple. Oui. Je voudrais peut-être terminer. Je ne sais pas si on veut faire les choses dans les règles de l'art, l'OIF nous avait aidé à faire ou à connaître beaucoup de choses. Lorsque cette organisation-là faisait l'étude, à auditer le fichier électoral. On nous a fait comprendre que 72% des Togolais enrôlés étaient enrôlés sur la base de témoignages. C'est grave. Pour que le fichier électoral soit crédible. Nous sommes confrontés en Afrique et au Togo à ces questions de cartes, de pièces d'identité. Voilà pourquoi, dans un passé récent, moi-même j'avais écrit pourquoi on n'organise pas des séances foraines pour prendre en compte ces citoyens qui, au moins pour la plupart, ont l'âge de remplir valablement leur devoir civique, leur établir des pièces d'identité. Vous savez, si on le faisait, ça permettra de corriger beaucoup de choses. Mais si vous refusez, c'est parce que vous avez peut-être une idée mauvaise derrière la tête. L'OIF nous a fait comprendre cela. Et je vous donne cette information. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques années, le Canada a voulu financer ces séances foraines-là pour permettre aux Togolais d'avoir leur pièce d'identité? Ce sont les autorités togolaises qui ont refusé. Refusé ou... Je dis refusé. En tout cas, merci pour votre analyse, vos commentaires sur l'actualité sociopolitique du pays. Delphine Sakpati, merci. C'est à moi de vous dire merci. Eh bien, c'est la fin d'Actu Débat sur la 97.1. Merci de nous avoir suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Rapide Débat pour l'assistant technique au micro. Liklin Goka, donc c'est bien moi. Retrouvez donc l'émission sur la 3W, la gazette du Togo.com.
Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.